Nous nous retrouvons en direct du Palais national de Mexico. Le pape François et le président des États-Unis et du Mexique, Enrique Peña Nieto, s'entretiennent en privé, un entretien qui devrait prendre fin dans quelques instants. Et après la signature du livre d'or et les traditionnelles photographies officielles, les deux hommes devraient donc rejoindre ce salon d'honneur. Diego Rivera, voilà, vous voyez le pape et le président qui sont sortis de leur entretien privé. Le bureau est préparé pour la signature. Évidemment, signature moins symbolique, moins forte que celle que nous avons vécue hier soir en direct lorsque, à l'aéroport José Corti de La Havane, le pape François et le patriarche de Moscou et de toute la Russie, Kirill Ier, ont signé une déclaration conjointe au terme de leur toute première rencontre, événement historique. Là, il s'agit des souvenirs officiels de toute rencontre de ce type. Et donc le président et le pape vont rejoindre les invités qui les attendent dans ce salon. Diego Rivera, je vous le disais, donc du nom d'un célèbre peintre mexicain de la première moitié du XXe siècle, connu pour ses peintures murales en particulier, mais aussi pour le caractère politiquement engagé de sa peinture. À gauche, et sa fascination pour le passé préhispanique du Mexique. Si vous étiez avec nous tout à l'heure lorsque le président a accueilli le pape François dans ce palais national, je rappelais que le président Peña Nieto appartient au Parti révolutionnaire institutionnel, le PRI, héritier du Parti de la Révolution mexicaine, qui avait perdu le pouvoir en l'an 2000 après avoir dirigé le Mexique de façon ininterrompue au XXe siècle et qui a donc reconquis le pouvoir avec l'élection de ce jeune président âgé de moins de 50 ans, élu en 2012. Le Parti révolutionnaire institutionnel qui appartient à l'internationale socialiste. Voilà, alors ceux qui attendent dans ce salon principal, à côté du patio central, eh bien, ce sont les représentants des autorités du Mexique, de la société civile, le corps diplomatique accrédité auprès des autorités de Mexico. Et nous allons donc entendre dans quelques instants, après celui du président de la République, le tout premier discours du pape François au Mexique. Premier d'une série de 12 entre les discours et les homélies que le pape va prononcer au cours des prochains jours dans ce voyage marathon qui va lui faire traverser quelques 4 États du Mexique et qui se terminera dans une semaine dans la ville de Ciudad Juárez. Voilà les peintures de Diego Rivera dont je vous parlais il y a un instant, commentées, semble-t-il, avec beaucoup de passion par le président Peña Nieto pour le pape. Du reste, la question du traitement fait à la culture, aux cultures indigènes au Mexique et aux populations indigènes sera évidemment un des points qu'abordera le pape François dans ses interventions, et on l'attend particulièrement lors de l'étape qui aura lieu en début de semaine au Chiapas. Le pape François attentif aux explications qui lui sont données. Évidemment, les relations sont facilitées par la langue commune. C'est la particularité de ce voyage pour le pape François qui peut utiliser ici sa langue maternelle.
les explications. Soulignons aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas, que la ravissante épouse du président mexicain est sa deuxième femme. Il est veuf de sa première femme dont il a eu 3 enfants, qui est morte en 2007, et il a épousé en deuxième noces celle qui est maintenant donc la première dame du Mexique, qui fut actrice. Elle s'appelle Angélica Rivera. Voilà la visite commentée de ces peintures de Diego Rivera avant d'aller rejoindre l'assistance qui attend avec impatience l'entrée des 2 hommes, des 2 chefs d'État en l'occurrence, puisque c'est bien en chef d'État que le pape François est reçu ici au Palais national des États-Unis du Mexique. Un mot pour vous dire brièvement, tandis qu'il descend de l'escalier, la suite du programme. Le pape François, après cette première rencontre, a rendez-vous à la cathédrale de l'Assomption pour une rencontre avec les évêques du Mexique. Et puis le grand rendez-vous de sa journée, ce sera plus tard à minuit, heure de Paris, la célébration de la messe au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, impératrice des Amériques, et dont le pape François a confié à quelques jours de son départ de Rome combien il lui tardait de la revoir, d'aller la voir comme un fils va voir sa mère, et de lui confier en particulier ce jubilé de la miséricorde qu'il a décrété pour le monde entier. Angélica Rivera de Peña, esposa del presidente de la República. Y su santidad, el Papa Francisco. Voilà, et même dans les cérémonies officielles, il n'y a rien de tel pour arrêter le pape François sur son parcours qu'un enfant qui veut venir l'embrasser, comme vous venez de le voir. Le pape qui, depuis son arrivée, s'est montré très disponible en parcourant déjà des dizaines de kilomètres en papamobile ouverte et n'hésitant pas à saluer, à embrasser, à bénir les enfants, tout comme il le fait lors de chacune de ses apparitions publiques sur la place Saint-Pierre, par exemple, pour sa catéchèse hebdomadaire à la Belle Saison, lorsqu'elle n'a pas lieu salle Paul VI, pardon. Et avec des scènes très touchantes, je repense à hier soir lors de son arrivée à l'aéroport Benito Juárez, avec ce père accompagné de son fils malade qui a attendu pendant des heures dans l'espoir de pouvoir présenter son fils au pape et demander sa bénédiction. Et le pape qui s'est longuement arrêté pour bénir, embrasser l'enfant. Les gestes qui constituent aussi une des principales catéchèses du pape François. Voilà, nous sommes maintenant donc dans la cour centrale de ce palais national. Il y a là à peu près 1200 personnes. Toujours aux côtés du pape, veillant au bon déroulement, le docteur Gasbari, organisateur, grand ordonnateur des voyages pontificaux depuis 37 ans et dont c'est le dernier voyage. Et nous allons maintenant écouter d'abord le discours du président des États-Unis du Mexique, puis le premier discours au Mexique du pape François.
Les invitamos a ocupar su lugar para escuchar el mensaje del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Voilà, on écoute le discours du président de la République. Su Santidad Francisco, Votre Sainteté François, les membres des pouvoirs législatifs et judiciaires, nos invités distingués, les Mexicains, les Mexicaines qui nous écoutent, et les personnes qui sont aussi sur la place du Zócalo, le cœur de la capitale de notre pays. Aujourd'hui, c'est une journée d'enthousiasme et de grande joie pour les Mexicains. Le peuple du Mexique est ému parce que vous êtes parmi nous. Nous reconnaissons en vous le leader sensible et visionnaire qui approche les nouvelles générations à cette institution millénaire. Nous vous connaissons comme un pape réformateur qui amène l'Église catholique à la rencontre des gens. En tant que chef d'État, aujourd'hui, dans le Palais national, le gouvernement du Mexique reconnaît comme un honneur votre venue. Comme pape, les Mexicains, nous vous donnons la plus cordiale bienvenue. C'est la première fois qu'un pape est reçu dans cet endroit historique. Votre visite transcende la rencontre entre deux États. Il s'agit d'une rencontre avec le peuple. Et Sainteté, le Mexique vous aime. Le Mexique aime le pape pour votre bonté, pour votre simplicité, pour votre chaleur humaine. Pape François, vous avez un foyer dans le cœur de millions de Mexicains. Depuis l'aube, sur la place de la Constitution, des milliers de personnes se sont réunies, des familles entières qui viennent exprimer leur chaleur, leur affection. Et ils sont ici pour écouter votre message de soutien et d'espoir. Votre pontificat est arrivé dans un moment important et complexe. L'humanité est en train de vivre d'importants changements. Des changements positifs, mais aussi des changements qui provoquent des doutes et des questionnements. Nous sommes dans une ère où l'on pourrait nourrir toute la population mondiale et pourtant des millions de personnes souffrent de la faim. Les avancées de la science et de la médecine pourraient guérir beaucoup plus de maladies. Mais malheureusement, ces moyens-là sont aussi utilisés pour causer la guerre et faire du mal. Il n'y a jamais eu autant de richesses comme maintenant. Et pourtant, elles sont toujours rassemblées dans des mains, dans très peu de mains. Les technologies diffusent les connaissances, mais l'accès à ces communications cause de nouvelles formes d'exclusion. La globalisation a provoqué beaucoup de mobilité de capitaux, mais il y a encore beaucoup d'obstacles et de barrières pour les migrations des personnes qui cherchent une vie meilleure. La démocratie s'étend dans le monde. L'expression de la diversité est toujours plus acceptée, mais en même temps, il y a des résurgences d'intolérance qui convertissent la phobie en actes de haine. L'ambition permanente et le désir de toujours vouloir plus provoquent frustration, des angoisses et atteignent la solidarité humaine et provoquent des dégâts sur la planète qui est notre maison commune. Toutes ces réalités nous montrent maintenant une humanité qui
affrontent les décisions constamment de faire le bien, d'être indifférent ou de se laisser aller vers le mal. Ces dilemmes nous obligent à réfléchir, à penser où nous voulons aller et à quel monde nous voulons laisser ceux qui viennent après nous. Surtout, ces défis doivent nous motiver pour agir, pour le progrès collectif, pour l'engagement collectif en faveur d'une société meilleure. Nous devons renouveler l'espérance dans le futur. L'espoir, c'est la foi, c'est la lumière. Nous sommes tous appelés à construire un monde meilleur en travaillant en syntonie parce que la solidarité, comme vous l'avez bien dit, c'est une façon de faire l'histoire. Pour nous, les gouvernements, nous devons créer les conditions pour assurer les bases du bien-être à nos sociétés, en garantissant le développement pour tous. Depuis le développement spirituel, nous devons continuer à promouvoir l'espoir, la solidarité et surtout l'amour. Et c'est pourquoi pouvoir avoir un État laïque comme l'est le Mexique, qui peut garantir la liberté religieuse. Les citoyens doivent pratiquer et transmettre les valeurs qui permettent d'avancer dans notre société. Le respect, la tolérance et la compréhension sont des qualités qui, indépendamment de la croyance de chacun, construisent les personnes. Ces valeurs sont des espaces de rencontre. Malgré les différences, nous pouvons construire un monde meilleur. Comme votre sainteté l'a manifesté, le mot-clé est le dialogue. Le dialogue entre les dirigeants, le dialogue avec le peuple et le dialogue parmi les gens du peuple. Votre sainteté, François, je suis sûr que votre voyage à travers le Mexique sera historique. Ce sera une lumière pour des millions de Mexicains. Votre présence parmi nous contribue à réaffirmer notre vocation collective pour la paix et la fraternité, pour la justice et les droits de l'homme. Les causes du pape sont aussi les causes du Mexique. Nous sommes heureux qu'en suivant le chemin tracé par les Écritures, nous pouvons embrasser celui qui possède le moins et encourager celui qui souffre. Sachez que des millions de Mexicains sont prêts pour recevoir votre parole de paix, d'espoir, particulièrement cette année, au cours de laquelle l'Église catholique célèbre l'année de la miséricorde. Vous avez une foi qui veut sortir, qui va aller au-dehors. Vous allez voir des millions de personnes, des gens de bien qui, jour après jour, pratiquent une vie avec ces valeurs. Vous allez traverser notre pays de frontière à l'autre. Vous allez connaître la pluralité de ces communautés. Vous allez être témoin de cette nation de jeunes qui fait face aux défis et qui est en train de se transformer pour les dépasser. Dans les rues, dans les stades, dans les places que vous visiterez, vous rencontrerez un peuple généreux et hospitalier, un peuple orgueilleux de Guadeloupe. C'est celui-là, le Mexique, qui vous reçoit avec le cœur et les bras ouverts. Nous sommes une communauté qui valorise la famille, la société solidaire et une nation forgée dans la culture de l'effort. Je ne doute pas que le voyage de votre sainteté laissera une trace ineffaçable dans le cœur des Mexicains. Mais je suis aussi sûr que le Mexique laissera une trace indélébile dans votre cœur du pape François.
votre sainteté. Soyez bienvenus dans cette terre. Le Mexique vous embrasse avec affection. Bienvenue vos paroles et votre amour pour le Mexique. Merci beaucoup. Le discours du président Enrique Peña Nieto. Et maintenant, la première intervention du pape François. El mensaje que nos dirige su santidad, el Papa Francisco. Monsieur le Président, membres du gouvernement de la République, distinguées autorités, représentants de la société civile, mes frères dans l'épiscopat, mesdames et messieurs. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour les paroles de bienvenue que vous m'avez adressées. C'est un motif de joie de pouvoir fouler cette terre mexicaine qui occupe une place spéciale dans le cœur des Américains. Aujourd'hui, je viens comme missionnaire de miséricorde et de paix, mais également comme un fils qui veut rendre hommage à sa mère, la Vierge de Guadeloupe, et se laisser regarder par elle. En cherchant à être un bon fils, en suivant les traces de la mère, je veux en même temps rendre hommage à ce peuple et à cette terre si riche de culture, d'histoire et de diversité. À travers votre personne, Monsieur le Président, je voudrais saluer et embrasser le peuple mexicain dans ses multiples expressions et dans les situations les plus variées qu'il vit. Merci de me recevoir aujourd'hui sur cette terre. Le Mexique est un grand pays, doté d'abondantes ressources naturelles et d'une énorme biodiversité qui s'étend sur tout son vaste territoire. Sa position géographique privilégiée en fait un point de référence pour l'Amérique et ses cultures indigènes, métisses et créoles lui confèrent une identité propre qui lui offre une richesse culturelle qui n'est pas toujours facile de trouver et surtout de valoriser. La sagesse ancestrale liée à sa multiculturalité est de loin l'une de ses meilleures ressources identitaires. Cette identité qu'elle a appris progressivement à gérer dans la diversité et constitue sans doute un riche patrimoine à mettre en valeur, à promouvoir et à préserver. Je pense et j'ose dire que la principale richesse du Mexique aujourd'hui a un visage jeune. Oui, ce sont ces jeunes. Un peu plus de la moitié de la population est
jeunes. Cela permet de penser et de préparer l'avenir, le lendemain. Cela offre espérance et des perspectives. Un peuple jeune est un peuple capable de se rénover, de se transformer. C'est une invitation à élever le regard avec espoir vers l'avenir et en même temps, cela nous interpelle positivement dans le présent. Cette réalité nous conduit inévitablement à réfléchir sur notre propre responsabilité dans la construction du Mexique que nous appelons de tous nos voeux, le Mexique que nous voulons léguer aux futures générations. Cela nous conduit à nous rendre compte également qu'un avenir d'espérance se forge dans la vie présente d'hommes et de femmes justes, honnêtes, capables de s'engager pour le bien commun. Ce bien commun qui, en ce XXIe siècle, n'est pas très apprécié. L'expérience nous montre que chaque fois que nous cherchons la voie du privilège ou des bénéfices pour quelques-uns ou au détriment du bien de tous, tôt ou tard, la vie en société devient un terrain fertile pour la corruption, le narcotrafic, l'exclusion des cultures différentes, la violence, y compris le trafic de personnes, la séquestration et la mort, causant la souffrance et freinant le développement. Le peuple mexicain met son espérance dans l'identité qui s'est forgée dans des durs et difficiles moments de son histoire par de remarquables témoignages de citoyens qui ont compris que pour pouvoir surmonter les situations nées de la fermeture de l'individualisme, était nécessaire l'accord des institutions politiques, sociales et économiques, ainsi que celui de tous les hommes et femmes engagés dans la recherche du bien commun et dans la promotion de la dignité de la personne. Une culture ancestrale et un capital humain prometteurs comme les vôtres doivent être la source d'inspiration pour que nous trouvions de nouvelles formes de dialogue, de négociation, de ponts capables de nous guider sur la voie de l'engagement solidaire. Un engagement dans lequel tous, en commençant par qui nous appelons chrétiens, nous devons nous consacrer à la construction d'une politique vraiment humaine et d'une société dans laquelle personne ne doit se sentir victime de la culture de rejet. Il revient de façon spéciale aux dirigeants de la vie sociale, culturelle et politique de travailler pour offrir à tous les citoyens l'opportunité d'être de dignes acteurs de leur propre destin, dans leur famille et dans tous les domaines où se développe la société humaine, en leur facilitant un accès réel aux biens matériels et spirituels indispensables. Un logement décent, travail digne, nourriture, justice réelle, sécurité effective, un environnement sain et de paix. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire de loi qui exige des mises à jour ou des amendements, toujours nécessaires, mais d'une formation urgente à la responsabilité personnelle de chacun dans le plein respect de l'autre
en tant que co-responsable de la cause commune de promotion du développement national. C'est une tâche qui implique tout le peuple mexicain dans les diverses instances, aussi bien publiques que privées, autant collectives qu'individuelles. Je vous assure, Monsieur le Président, que dans cet effort, le gouvernement mexicain peut compter sur la collaboration de l'Église catholique qui a accompagné la vie de cette nation et qui renouvelle son engagement ainsi que sa volonté de servir la grande cause de l'homme, l'édification de la civilisation de l'amour. Je me prépare à parcourir ce beau et grand pays en qualité de missionnaire et de pèlerin qui veut revivre avec vous l'expérience de la miséricorde comme un nouvel horizon de possibilités qui est inévitablement porteur de justice et de paix. Et je me place sous le regard de Marie, la Vierge de Guadeloupe, afin que, par son intercession, le Père miséricordieux fasse que ces journées et l'avenir de cette terre soient une opportunité de rencontre, de communion et de paix. Merci beaucoup. De esta manera, hemos concluido este evento. Se despiden de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado C'est ainsi que s'achève cette Peña Nieto. rencontre. La señora Angélica Rivera de Peña. Voilà les indications protocolaires comme le veut l'usage qui, après avoir annoncé aux quelques 1200 invités présents l'arrivée du pape, du président et de l'épouse du président, signale maintenant que le pape va quitter ce palais national en direction de la cathédrale de l'Assomption. Quelques présentations encore. On aura entendu ce discours engagé du président Peña Nieto qui rappelle l'indispensable laïcité du pays, ce qui est l'occasion de souligner que le Mexique est probablement avec la France l'un des seuls pays au monde à avoir développé une véritable doctrine de la laïcité qui elle-même a fait suite à plusieurs décennies de véritables persécutions contre les catholiques. Le président Peña Nieto, tout en soulignant l'importance de cette laïcité, s'est montré particulièrement heureux d'accueillir François, à la fois comme chef d'État, mais aussi comme pape, le qualifiant de leader sensible et visionnaire. Et le président a souligné que c'est la toute première fois qu'un pape est accueilli dans l'enceinte de ce palais national, symbole du pouvoir
en particulier du PRI et donc de l'héritage du Parti de la Révolution mexicaine. Lieu très symbolique donc, et alors même que le Mexique a accueilli le pape Jean-Paul II à 5 reprises au cours de son pontificat et Benoît XVI encore lors d'une visite en 2012, eh bien jamais le pape n'avait été reçu ainsi très officiellement au cœur du siège de la légitimité du pouvoir laïque mexicain qui fut longtemps un pouvoir d'abord anti-catholique. Le pape qui à nouveau prend le temps de saluer les délégations officielles qu'on lui présente, mais de faire un détour chaque fois qu'un enfant est à l'horizon. Et le pape François qui lui vient donc de prononcer ce premier discours sur le sol mexicain, disant sa joie d'être là. Je viens comme missionnaire de miséricorde et de paix, mais également comme un fils, a dit François, un fils qui veut rendre hommage à sa mère, la Vierge de Guadalupe, et se laisser regarder par elle. C'est le principal rendez-vous de cette première journée au Mexique pour François, la messe qu'il célébrera tout à l'heure. Il sera minuit heure de Paris au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, le plus grand sanctuaire marial du monde. La Vierge de Guadalupe qui est la patronne, l'impératrice des Amériques. Le pape qui a rendu hommage au Mexique, ce grand pays doté d'abondantes ressources, d'une grande biodiversité, d'une position géographique privilégiée qui est en fait un point de référence pour l'Amérique, et puis de la diversité de ses cultures aussi indigènes, métisses et créoles, avec l'identité particulière que cela crée. Mais le pape a insisté, tout comme le président Peña Nieto, sur la jeunesse de ce pays. Plus de la moitié de la population du Mexique aujourd'hui est jeune, et ça permet d'avoir beaucoup d'espérance pour l'avenir, dit le pape. Nous avons besoin que cet avenir d'espérance se forge dans la vie aujourd'hui d'hommes et de femmes justes, honnêtes, capables de s'engager pour le bien commun. Ce bien commun qui, en ce 21e siècle, dit François, n'est pas très prisé. Le pape qui a rappelé aussi que l'espérance du Mexique réside aussi dans ses racines, dans l'histoire, l'identité qui s'est forgée dans de durs et difficiles moments de son histoire, avec des témoignages remarquables de citoyens qui ont voulu s'engager dans la recherche du bien commun, dans la promotion de la dignité de la personne, et d'inviter évidemment à tous les dirigeants à travailler pour offrir à tous les citoyens l'opportunité d'être de dignes acteurs de leur propre destin. Voilà quelques-uns des thèmes d'intérêt général de ce premier discours du pape François, reçu ici comme chef d'État lors de cette cérémonie d'accueil officiel. Et je vous le disais, le pape va maintenant se rendre, dès qu'il aura quitté le palais national, à la cathédrale de l'Assomption qui se trouve à peu près 800 mètres. Il fera un tour en papamobile, en tout cas c'est prévu ainsi, même si Étienne Lorayer nous rappelait tout à l'heure que la température extérieure est un peu fraîche à Mexico, qui se trouve, il faut le souligner, en altitude, près de 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Température fraîche, mais néanmoins, circuit en papamobile ouverte, découverte, prévue pour le pape François, comme ce fut le cas du reste cette nuit, pour parcourir les quelques 24 kilomètres qui séparent l'aéroport Benito Juárez de la Nonciature apostolique où le pape réside. Et comme ce fut le cas pour une partie du parcours qu'il a mené ici au Palais National. Et ce sera l'occasion en papamobile justement de faire un grand tour parmi les nombreuses personnes rassemblées sur la place de la Constitution, comme l'évoquait le président de la République du Mexique il y a quelques instants. Tous ces Mexicains heureux de voir le pape François, qui lui réserve véritablement un accueil extrêmement chaleureux. Ils sont des milliers à se masser sur le trajet des parcours prévus pour le passage du pape. Il va donc se rendre dans cette cathédrale, et il y aura, avant qu'il y pénètre, une brève rencontre avec le chef du gouvernement du district fédéral de Mexico, qui va lui remettre les clés de la ville. La place de la Constitution, c'est véritablement une place particulièrement emblématique à Mexico. Elle est immense, elle peut accueillir jusqu'à 80 000 personnes. Et donc s'y dresse cette cathédrale de l'Assomption, cathédrale métropolitaine dédiée à l'Assomption de la Vierge Marie,
où le pape a donc rendez-vous avec les évêques du Mexique. Voilà, on a pu l'entendre hier soir sur le tarmac de l'aéroport. François, tu es notre frère. François, tu es mexicain. Et d'une certaine façon, c'est le même accueil, évidemment, dans un cadre un peu plus officiel, un peu plus protocolaire, qui lui est réservé ici. Et le président Peña Nieto ne se lasse pas du temps passé en compagnie du pape et continue de lui présenter quelques-unes des personnalités présentes. Voilà un mot sur cette singularité historique que je soulignais avec le pouvoir détenu de façon quasi continue par ce parti révolutionnaire institutionnel, parti se réclamant de l'internationale socialiste et dont les relations avec l'Église catholique ont longtemps été particulièrement difficiles, tendues. Héritier de la révolution, du parti de la révolution mexicaine. Et donc cette longue histoire de tension, de persécution même envers les catholiques dans ce pays où ils représentent pourtant l'immense majorité de la population. C'est l'un des plus grands, c'est l'un des principaux pays catholiques au monde. Plus de 80% de la population est catholique au Mexique. Et néanmoins, il ne faut pas se laisser abuser par ces chiffres puisque l'Église catholique y est en perte de vitesse. Le Mexique, à son tour, connaît un phénomène de sécularisation de la société. Et si les proportions restent très impressionnantes, en particulier si on les regarde vues d'Europe, il reste que chaque année, les jeunes en particulier sont un peu moins nombreux à fréquenter l'Église catholique. Il y a la concurrence telle que c'est parfois exprimé avec des églises protestantes, mais il y a plus que cela, la force de la sécularisation de la société, du matérialisme généralisé, nouvelle alternative au matérialisme communiste athée, et qui néanmoins envahit fortement la société. Une société qui est marquée par de très nombreux défis, celui de la pauvreté pour une grande partie de la population, celui des migrations, et dans les deux sens, puisque le Mexique est à la fois un pays qui accueille des migrants venus d'autres pays d'Amérique latine, mais aussi évidemment, on le sait bien, un pays d'émigration par sa situation géographique frontalière avec les États-Unis d'Amérique. Ce sera évidemment un des thèmes aussi des prises de parole du pape François, alors que le monde entier connaît aujourd'hui une crise migratoire sans précédent sur les différents continents. C'est un sujet d'une actualité toute particulière, ici aussi au Mexique. Il y a la question de la violence de la société, de la corruption, de la place des cartels de drogue en particulier. Si
Le pape ne les a pas évoqués directement. Ces sujets apparaissaient bien en creux dans ce premier discours politique, avec l'invitation forte à la responsabilité personnelle, à l'honnêteté, au fait de servir le bien commun. Et dans ce pays dont le pape et le président soulignaient la grande jeunesse, plus de la moitié de la population composée de jeunes, et bien précisément l'absence de perspective pour ces jeunes, avec la pauvreté économique, avec la violence de la société, le crime et la corruption, peut engendrer le désespoir. C'est en cela aussi que le cardinal Parolin soulignait quelques heures avant le départ du pape François que ce voyage au cours duquel il va traverser le pays s'inscrit directement dans le fil du jubilé de la miséricorde. Et le pape l'a redit à l'instant, c'est en missionnaire de la miséricorde qu'il vient au Mexique. Il va littéralement traverser le pays en l'espace de quelques jours. Missionnaire de la miséricorde, missionnaire de la paix. Il vient encourager cette jeunesse du Mexique à prendre en main l'avenir de son pays pour le bien de tous. Le pape raccompagné jusqu'à la sortie de ce palais national où un pape met les pieds aujourd'hui pour la première fois, raccompagné par le président Peña Nieto et son épouse. Manifestement un président heureux d'accueillir le pape François, figure charismatique mondiale, autorité morale reconnue, et d'entendre encore une fois dans ses murs un président élu pour le Parti révolutionnaire institutionnel, pour le PRI, souligner sa joie d'accueillir le pape quand on se souvient des paroles brutales en 1979 de son prédécesseur invitant Jean-Paul II à rejoindre les gens de sa croyance. Nettement, les choses ont changé. La figure aussi particulière du pape François et son extraordinaire popularité influent sans doute, sans vouloir tout réduire à des calculs, mais cela influe certainement sur la capacité à l'accueillir. Voilà la dédicace des photos officielles prises tout à l'heure au début de cette rencontre. Et il va être temps pour le pape de quitter le palais, direction la cathédrale de l'Assomption, avec d'abord un grand tour en papamobile au milieu de la foule sur l'immense place de la Constitution. Je vous propose de nous quitter sur ces images de salutation. On vous le disait, il fait frais à Mexico, ville située en altitude, et il est prudent que le pape, marqué comme tout le monde par le décalage horaire, sans doute fatigué par l'impressionnante journée historique vécue hier, se couvre avant ce tour en papamobile. Je propose qu'on se quitte sur ces images de ces derniers échanges avec le président de la République du Mexique. Et on se retrouve dans quelques instants pour l'autre rencontre, la deuxième, celle avec les évêques de ce pays. À tout de suite.